Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Ce sont des enfants en détresse. Le centre SOS Village accueille 44, encadrés par une dizaine d'éducatrices familiales. Comment cette petite communauté a-t-elle vécu le confinement? Vous allez le découvrir dans un instant. 67 000 emplois étaient directement liés au tourisme avant la crise sanitaire. L'année 2019 étant une année record en termes de fréquentation, aujourd'hui, l'activité s'est stoppée net avec l'arrêt total des vols internationaux. Le gouvernement a-t-il un plan de relance? La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, est notre invitée ce soir. On parlera de la réouverture des vols internationaux, mais pas seulement. 22 familles polynésiennes se sont lancées le défi zéro déchet. On vous emmène dans un des foyers justement à Tiperoui. Les résultats sont étonnants. En 6 mois, leur quantité de détritus s'est réduite de moitié. Enfin, J-4 de la fête des mères, les commerçants de la ville proposent 1001 idées de cadeaux à offrir, à commencer par les classiques, parfums et textiles. Les offres commerciales ne manquent pas. Mais on va d'abord s'intéresser à la vie des 44 pensionnaires qui ont été placés par les affaires sociales au centre SOS Village de Papara. Eux aussi ont dû s'adapter durant le confinement, 2 mois où les enfants ont tissé des liens très forts avec la dizaine d'éducatrices familiales. Le reportage sur place de Caroline Fari et Nicolas Suir. Un village quasi désert aujourd'hui. Normal, les enfants sont à nouveau à l'école après un confinement compliqué à gérer pour les éducatrices familiales. Cathy met à profit ce calme retrouvé. Alors je profite, il n'y a pas les enfants. Sinon, quand les enfants sont là, c'est difficile. Ce qui a changé, parce que nous n'avons plus l'habitude le matin de les déposer à l'école et on ne les a pas dans la journée. Excusez-moi, je suis essoufflée. Donc, le changement, c'est garder nos enfants à village, leur expliquer des sorties sont interdites. Des enfants de 4 à 20 ans, en fratrie pour la plupart, intégrés via les services sociaux et répartis dans les 10 maisons du village. Virginie prépare le dîner pour ce soir, mais durant les 2 derniers mois, il a fallu s'adapter. Et surtout pour les enfants, ils ne sortent pas du tout. Et comme par mois, les enfants, ils ont un argent de poche, ils ont cette habitude d'acheter ce qu'ils veulent au magasin. Et là, ils me disent, il me faut une liste. Tati, tu peux m'acheter ça, mon argent de poche. Et puis tu fais pour qu'ils ne restent pas ici comme en prison, quoi. Au moins qu'ils ont au moins cette petite liberté, cette petite douceur-là qu'ils ont. Côté direction, avec 40% du personnel absent et une peur généralisée, la gestion s'est avérée délicate mais positive. Et alors qu'on s'attendait peut-être à un petit peu de conflit, des difficultés auprès des ados, de devoir rester enfermés. Et au fait, c'était très zen, comme s'il n'y avait plus de tension sociale, comme si ça faisait du bien d'être enfin tous ensemble et de prendre le temps de faire des choses, des activités cuisine, jouer au volley-ball avec les enfants, vraiment prendre le temps. Très rapidement, la continuité pédagogique s'est mise en place pour 35 classes différentes. Le personnel s'est improvisé instituteur, professeur ou accompagnant scolaire. On a relevé plein de points positifs au niveau de la patience chez ces jeunes, de la compréhension, une parole qui s'est libérée aussi parce qu'ils venaient nous voir, ils nous posaient des questions par rapport au Covid, ce que c'était, est-ce que c'est vraiment dangereux, pas dangereux, qu'est-ce qu'il en est en Polynésie, quand est-ce qu'on va reprendre l'école, Et ça a créé des manques, ça a créé des besoins, ça a créé d'autres choses et c'est plutôt positif, quoi. Une organisation hors du commun, génératrice de liens exceptionnels au sein de cette petite communauté de Papara. Voilà, un bilan positif en termes d'éducation, puisque pour la première fois, une jeune fille du village va intégrer l'université de la Polynésie. Je vous le disais en titre, le tourisme est en chute libre. L'une de ses conséquences, l'hôtel Méridien de Bora Bora ferme ses portes pour cause de travaux, on vous le disait la semaine dernière. Les syndicats se sont entretenus hier avec la direction. Ils ont abordé d'ailleurs le départ volontaire des employés avec une suspension de contrat. Les représentants syndicaux ont également demandé à ce que les salariés puissent bénéficier d'une avance de 50 voire 60 000 francs durant les 18 mois de travaux prévus, mais qui devra par la suite être remboursée par les employés dès la réouverture de l'hôtel. Une solution qui leur permettrait de maintenir un minimum de revenus. On écoute un représentant syndical et une employée au micro de Rosana Maihuta.
J'ai une famille, j'ai 2 enfants, j'ai un loyer à payer, donc il faut que j'en discute encore avec mon mari. Aucune décision est prise. En tout cas, la seule chose qu'on sait avec mon mari, c'est qu'au moment on veut rester sur Bora. Ça fait plus de 13 ans qu'on est là. On a connu la fermeture du Club Med, on a vu la fermeture d'autres hôtels comme l'hôtel Bora Bora, le Novotel. On a plutôt parlé de départ volontaire et suspension, hein, parce que le départ à l'hôtel, il ne concerne que 3-4 personnes. Le reste, pour l'âge, quoi. Bon, il y a eu ouverture de discussion, il n'y a pas de blocage, on a donné notre proposition, on a fait des échanges, et nous on s'est rencontrés lundi à 11h pour avoir le retour. Nicole Bouteau, merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de le voir, hein, les salariés du Méridien de Bora Bora sont inquiets. La fermeture de l'Intercontinental de Morée a été actée. En dehors des mesures déjà connues comme le dièse, que peut faire le gouvernement pour aider les salariés qui vont perdre leur emploi ? Bon, je crois qu'il est important de rappeler effectivement que dès le début de la crise, le pays, le gouvernement s'est mobilisé pour mettre en place les dispositifs de soutien aux entreprises, mais surtout les dispositifs de sauvegarde des emplois et de soutien, puisque vous le savez, nous avons mis en place des revenus exceptionnels de solidarité, et puis maintenant que le confinement est terminé et qu'il y a un début de reprise d'activité, des soutiens tels que des dispositifs que c'est énorme, parce que nous venons soulager la trésorerie de ces entreprises, mais nous venons aussi appuyer la réduction du temps de travail en compensant par une aide du pays cette réduction du temps de travail. Donc c'est important, ce sont des budgets qui sont importants. Combien à peu près ? Nous avons mobilisé pour soutenir cette crise sanitaire et cette crise économique, rappelez-vous, en mars dernier, 30 milliards sur la trésorerie et sur les moyens du pays. Donc c'est un effort qui est important. Et bien évidemment, je recevais encore cet après-midi l'intersyndicale pour évoquer un certain nombre de dossiers et notamment leur inquiétude face à la fermeture de ces hôtels. On est dans 2 cas de figure un petit peu différents puisque le Méridien a avancé la fermeture de l'hôtel pour cause de travaux. Donc le dialogue social se passe bien. Il y a des propositions dans le cadre du plan social qui sont faites aux salariés. Sur l'Intercontinental, effectivement, la situation est un petit peu plus compliquée, mais je voulais vous dire que lorsqu'un propriétaire d'hôtel, lorsqu'une direction d'hôtel décide de fermer un hôtel, ce n'est jamais de gaieté de cœur. La crise est majeure. Elle va être durable. Nous allons mettre quelques années, mais nous nous mobilisons pour faire en sorte, et nous serons pour faire en sorte, effectivement, que l'on sorte le plus rapidement de cette crise internationale, mais bien évidemment, nous serons aux côtés de ces entreprises et aux côtés des salariés. Alors vous étiez à nous Bora Bora, travaillons, je voulais vous dire que nous travaillons en fait sur des dispositifs de formation parce que ces personnels, ces collaborateurs, ce sont des compétences. C'est de l'expérience et nous souhaitons, pendant cette période effectivement de fermeture, les accompagner, notamment avec des dispositifs de formation pour maintenir les compétences, pour monter en compétences et faire en sorte des formations rémunérées. Oui. Pour faire en sorte qu'au moment où la reprise sera là, eh bien, ces collaborateurs seront disponibles pour la relance. Pour ouvrir les hôtels, le pays doit fournir des conditions d'accès qui soient acceptables pour les touristes. Avez-vous un plan à proposer ? Alors demain, le président et le haut-commissaire feront des annonces officielles, donc je leur laisserai le soin d'en parler. Quoi qu'il en soit, nous travaillons à la réouverture de notre destination au tourisme international. C'est important, vous le savez, nous avons fait la démonstration que le pays, avec l'État, avait maîtrisé cette crise sanitaire, que nous avions cette organisation sanitaire, que notre population aussi a fait en sorte de jouer le jeu du confinement. Je pense qu'aujourd'hui, les gestes barrières sont dans l'esprit, dans le quotidien aujourd'hui des Polynésiens. Il va falloir s'habituer à continuer à vivre avec ces gestes barrières parce que le virus, il est toujours là dans le monde. Donc oui, nous travaillons à cette réouverture courant juillet. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces premières réponses. Au Marquise aussi, l'hôtel haut de gamme de Hivaoa, l'hôtel Hanake, est réduit la voilure pour passer ce moment d'incertitude. Elle s'est adaptée aux circonstances avec la fermeture du restaurant, par exemple, le midi. Seule la demi-pension est assurée avec le petit déjeuner et le repas du soir. L'entreprise, qui pour le moment a réussi à maintenir une petite activité, a dû procéder aussi à des aménagements de temps de travail de ses salariés avec des départs à la retraite anticipés pour certains. La direction de l'hôtel espère un retour à la normale au moins pour le mois d'avril
février 2021. Je vous propose d'écouter Jean-Jacques Boilier, responsable de l'établissement, au micro de Lionel Tehamouana. On prévoit en fait jusqu'au printemps prochain, on ne réouvre pas le restaurant, on réouvre uniquement l'hôtel et on assure la demi-pension pour les clients de l'hôtel. On est en plein plan social, donc malheureusement on n'a pas pu éviter quelques licenciements. Je fais des démarches aussi pour essayer pour éviter le licenciement de passer une personne en retraite anticipée. Et puis sinon on fait une convention sous la formule dièse, donc avec des temps de travail aménagés et puis l'aide du territoire pour leur garantir un revenu minimum. Donc ça se met en place cette semaine et ça devrait être opérationnel dès la semaine prochaine. Et pourtant, tout allait si bien sur une mer d'huile et tout d'un coup, tout ou presque est à refaire. Avant de revenir avec vous, Madame la Ministre, voici un rapide état des lieux avec Thierry Stamfleur et Lionel Petit. Il y a d'abord ce chiffre, 236 642 visiteurs en 2019. L'activité renouait donc l'an dernier avec des résultats de 2001, après avoir effacé, année après année, la baisse brutale liée à la crise des années 2010, où les arrivées étaient retombées à 154 000. L'année 2019 avait été exceptionnelle. Nous espérions encore mieux en 2020, nous confiait récemment le patron d'une grande chaîne hôtelière. On estime à 67 000 le nombre de personnes qui vivaient du tourisme il y a quelques mois. Une bonne partie de ces emplois sont directement menacés aujourd'hui. Et justement, parce que tous les feux étaient au vert, de nombreux prestataires, partout, avaient investi dans du matériel, des véhicules, de nouveaux bâtiments. Les touristes ont disparu, pas les traites. Dans le détail, tous les grands hôtels sont fermés, 2 sans doute définitivement, sans aucune visibilité pour les autres, tant que l'aérien international, qui amène 90% de leur clientèle, sera à l'arrêt. Les croisiéristes, dont le nombre avait augmenté de 33%, remonteront-ils à bord après que quelques paquebots se soient transformés en pièges à virus pendant le début de l'épidémie? Les 3 navires, dont la tête de ligne se trouve à Tahiti, envisagent de reprendre dans les prochains mois, sans certitude toutefois. Les lignes intérieures, les pensions de famille et le tourisme local redémarrent doucement, stimulés par des opérations de promotion, y compris pour la saison haute à venir. Mais globalement, on reste encore loin du compte. En l'absence des touristes américains et européens, les chiffres sont sans appel. On est passé, pour Bora Bora par exemple, de 15 vols à 1 vol quotidien. Certaines îles des Tuamotu, même touristiques, n'enregistrent plus qu'un vol hebdomadaire. De la difficulté de redémarrer quand le moteur est encalaminé après un arrêt aussi brutal qu'inattendu. Nicole Bouteau, vous êtes toujours avec nous. La réouverture des vols internationaux est attendue par tout le monde. Seule frein, c'est bien sûr la quarantaine. Allez-vous opter pour la septaine ? Alors, je laisserai aussi le soin au président et au commissaire de parler de ces dispositifs. Je pense que nous devons être dans la progressivité, au même titre que nous avons organisé le déconfinement général à l'intérieur de la Polynésie, permis la reprise des vols intérieurs, régularisé effectivement également la desserte maritime. On a observé l'acceptation également, on était en contact étroit avec les communes. Je crois que l'acceptation de la population est un point important. Il faut rassurer, donc nous sommes de manière progressive. Les vols de continuité territoriale vont s'arrêter le 2 juillet, donc des vols commerciaux vont reprendre, notamment sur Paris. Donc Air Tahiti Nui, notamment Air France, vont prendre le relais de ces vols commerciaux. Et bien évidemment, ce serait en tout cas la septaine, une étape supplémentaire vers le retrait total de la quatorzaine une fois que nous serons complètement ouverts à l'international. Les vols vont passer par les Antilles toujours ? Non, c'est pas l'option qui est retenue. C'est Los Angeles une fois que les États-Unis se rouvriront au transit, mais ça peut être Vancouver, notamment pour Air Tahiti Nui, qui a des accords sur le Canada. Air Tahiti et les pensions de famille mises sur la clientèle locale seront-ils au rendez-vous quand on voit la crise qui est actuellement et les futurs chômeurs ?
Alors, peut-être vous dire que ce marché local, ce tourisme d'intérieur est un véritable marché. Nous en discutions encore avec Air Tahiti et Tahiti Tourisme. Chaque année, le tourisme d'intérieur génère entre 16 000 et 20 000 résidents qui vont visiter nos îles. C'est déjà beaucoup, mais nous avons aussi constaté que beaucoup de Polynésiens partaient à l'extérieur, en voyage, en vacances, et dépensaient plus de 12 milliards dans le cadre de ces vacances. Cette année, ils ne pourront pas partir à l'étranger. Je pense qu'ils ne voudront pas partir à l'étranger. Et donc, c'est vrai que nous en appelons au patriotisme des Polynésiens, en les invitant à consommer, à s'engager et à voyager local pour sauver aussi ces entreprises. Je crois que c'est d'abord par nous que nous arriverons à relever notre économie. Ça ne suffira pas. Et lorsque tout à l'heure, vous me disiez comment est-ce que vous allez soutenir encore ces entreprises de l'industrie touristique, le premier soutien, c'est celui de reprendre et de réouvrir notre destination au tourisme et au tourisme international. Un dernier mot, Madame, très rapidement, sur le recours contre la loi sur la protection de l'emploi local. Elle a été à nouveau rejetée par le Conseil d'État. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Nous sommes très satisfaits parce qu'il y a eu 2 recours sur cette loi de l'emploi local. Et vendredi dernier, donc, nous avons appris que le dernier recours avait été rejeté. Donc la loi a été promulguée. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. Nous avons des arrêtés d'application à mettre en place. Alors, vous rappelez que le principe de cette loi, la philosophie de cette loi, c'est qu'à compétence et à qualification égale, priorité est donnée aux Polynésiens compte tenu de l'étroitesse du marché de l'emploi local. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Dans un tout autre contexte maintenant, et si chaque Polynésien prenait l'initiative de réduire ses déchets? C'est en tout cas la démarche choisie par une petite famille de Tipairui. Elle, comme 22 autres foyers, ont participé à la 2e édition du défi Zéro déchet. Le résultat, au bout de 6 mois, eh bien, c'est une réduction de plus de 50% des déchets, en moyenne jusqu'à 90%. Illustration chez cette famille de Papeete qu'ont rencontré Mario Leroy et Patita Savia. Avec une famille de 6 personnes, Heiata s'est lancé le défi de réduire ses déchets. Ces poubelles ne sont plus sorties que 2 fois par mois, contre 2 fois par semaine auparavant. C'était difficile quand même au début parce que partout où tu vas, partout, je dis bien dans le supermarché, magasin, quoi, c'était emballage plastique. Et dès que tu vas au magasin, tu sais, des fois, les caissières, elles te mettent directement dans les plastiques et tout. Même des fois, tu ne demandes pas. Et voilà, c'était une habitude. Hein. Donc, même les sacs plastiques Carrefour, j'en avais dans ma voiture où j'allais. Même si je ne venais pas, c'était quand même des plastiques. Et puis, j'avais envie de commencer à changer. Du coup, on a pris des cabas, on a commencé à prendre avec des paniers, on osait. Éviter les emballages pour réduire les déchets, les réutiliser pour un 2e usage. Les familles participantes sont accompagnées par l'association Zéro Déchet pour acquérir les bons réflexes. Il faut déjà que la famille soit volontaire et ait envie de créer ce changement au sein de son quotidien. Et puis ensuite, oui, on est là pour les accompagner. On a mis en place des ateliers pour apprendre à composter, voire même à faire des petites buttes de permaculture. On est même allé mettre en place des ateliers cuisine. Diminution des déchets du bac gris, du bac vert, mais également du volume des déchets verts. Dans les jardins, la famille a adopté le paillage et le compostage pour des cultures plus productives. Moi, j'ai apprécié. Quand, au lieu de jeter des déchets, je reprenais, je faisais des travaux manuels. Ou sinon, au lieu de, quand on n'a pas de pot pour planter, on essaye de prendre des briques pour rester dans le zéro déchet. Tous les jours, quand on voit qu'il y a des fruits, on prend, soit en cuisine pour le soir, ou sinon on se fait en goûter. Pour Heiata, cette démarche était d'abord motivée pour protéger l'environnement. C'est devenu 6 mois après un mode de vie plus sain et plus économique pour elle et sa famille. Un mot de sport maintenant, football. Ils sont une poignée de clubs à contester la décision du comité exécutif de la fédération qui consiste à remettre les titres du championnat et de la Coupe de Polynésie à 2 clubs, l'AS Pira et l'AS Tiare Tahiti de Moorea. Tout ça alors que le championnat a été annulé 3 jours avant son terme. On écoute les précisions d'Alfred Taputoir, et président de l'AS Vénus, au micro de David Chang. Ce que je ne reproche jamais, on a quand même jusqu'à octobre pour faire cette coupe. L'année dernière, on a joué la Coupe de Tahiti contre l'AS Stefana au mois de septembre.
Et la semaine d'avant, lorsqu'on a décidé d'arrêter, la fédération a dit qu'on allait jouer la demi-finale au mois de septembre. Alors, en l'espace d'une semaine, 2 semaines, les règlements s'appliquent, se modifient, les décisions se modifient. Là, c'est là où on n'est pas tellement content à l'AS Vénus. On a bien un avocat, justement, on va faire une décision de recours contre cette édition de la Coupe de Polynésie. Ça, c'est important. Hein. Notre avocat va s'occuper de cette affaire. Il va voir un peu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Thierry Ortiman. Je le respecte beaucoup. Hein. Il fait beaucoup pour la Fédération tahitienne. Il se bat pour nous, tout ça, je le respecte beaucoup. Même le comité exécutif. Mais par moment, il y a des moments où il y a des petites décisions comme ça. On peut quand même réfléchir un peu, quoi. Voilà, et puis cette nouvelle course va inscrire au calendrier de la Fédération tahitienne de Va'a la Vodafone Channel Race organisée par l'opérateur mobile dans le cadre de la célébration de ses 7 années d'existence. Les patrons Albert et Patrick Moux, passionnés de Va'a, souhaitent frapper fort avec un événement bien à eux et qui se veut devenir une référence dans le calendrier local du Va'a. Un challenge sur 70 km entre Tritium et Ouria avec des changements à 3. Les précisions de Mata Alfred au micro de David Chang et Nicolas Suivre. Il faut savoir que nous avons plus de courses à changement V3 sur Tahiti et nous avons voulu donc offrir à nos rameurs donc l'opportunité de revenir dans ce type de course et surtout donc d'offrir aux rameurs donc une bonne opportunité donc de s'exprimer, voir à travers donc le parcours qui est quand même assez important, le 70 km, et aussi donc l'opportunité donc de gagner quelque chose qui puisse être heureux, voire content même, donc chacun des athlètes, chacun des rameurs et tout. Et pour clore ce journal, la fête des mères est la première occasion pour les commerçants de profiter du déconfinement. Après une longue période de fermeture, les magasins se sont lancés cette semaine dans un marathon d'offres spéciales, histoire de motiver les clients qui avaient déserté le centre-ville. Les grands classiques restent incontournables, bijoux, vêtements et parfums. Voici quelques idées cadeaux avec Laurence Pourteau, Vito Tapo, dans un contexte plutôt morose. La fête des mères tombe à point nommé pour les commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer pendant le confinement. Dans la catégorie classique, 3 nominés, les parfums, les vêtements et les bijoux. Les parfums, un grand classique. Cette fois, le printemps confiné n'a pas permis de découvrir les nouvelles fragrances de l'année, donc on passe directement aux promotions. Nous avons fait des promotions le 9 mai jusqu'au 31 mai. Une remise de moins 15% sur toutes les gammes, excepté Chanel et Dior. Les vêtements, là aussi un incontournable. Dans cette boutique du centre-ville, pendant le confinement, on a inventé une nouvelle méthode commerciale en ligne. Alors pour ce week-end de la fête des mères, tout est déjà prêt. On développe la vente en ligne. C'était l'occasion pour nous de le développer. L'envie de se faire plaisir revient petit à petit avec le déconfinement et l'occasion de la fête des mères et une occasion pour oublier un peu ce qui s'est passé. Chez les bijoutiers, là aussi, on a eu le temps de préparer les nouveautés. Les clients d'après-confinement, on les attend avec impatience. Petite astuce, mesdames, allez choisir votre bijou.